On est ensemble jusqu'à 10 h avec vous, Blandine Lenoir de Carlan. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin. Je vous accueille parce que vous vouliez parler de votre fille. Votre fille, c'est Philippine. Philippine, qui aurait 20 ans aujourd'hui, qui aurait 20 ans en ce moment, qui est morte à 19 ans, il y a 1 an maintenant. Elle a été tuée dans le bois de Boulogne alors qu'elle sortait de son université. À mes côtés, Maxime Brandstatter, vous êtes journaliste Ligne Rouge BFM TV. Vous accompagnez aussi cette enquête et suivez cette enquête depuis 1 an. Et vous avez aussi... Blandine Lenoir de Carlan, parler avec Maxime, parler avec votre avocate, bien sûr. Je signale qu'elle n'est pas loin de vous, mais que vous vouliez aussi pouvoir parler dans ce silence du plateau et pouvoir dire d'abord qui était Philippine. Alors, Philippine était une enfant, puis une jeune fille merveilleuse, rayonnante. Évidemment, je vais lui trouver toutes les qualités. Sa qualité première, quand j'y pense, c'est qu'elle savait aimer. Elle avait une facilité d'amour envers les autres, hein, qui était hors norme. Et elle aimait tellement les gens qu'elle pouvait se permettre de leur dire, leur faire des réflexions qu'on n'aurait jamais osé, nous. Une franchise. Une franchise, mais avec tellement d'amour que ça passait. Donc voilà, c'était ma Philippine. Voilà, avec les gens, très facile. Elle était dévouée quand on voit ce qu'elle a donné aux scouts. Elle était scout, très engagée, Oui. engagée dans le scoutisme, Ouais. engagée aussi dans le don, y compris le don du sang, le don même, vous m'avez parlé du don de ses cheveux, elle se laissait pousser les cheveux pour les offrir. Elle adorait ses cheveux. C'était que des soins ceci, des soins, il fallait bien faire attention à la marque. Voilà, elle prenait très soin de ses cheveux et puis elle les a coupés un jour. Et elle avait bien réfléchi, hein, parce qu'elle était intelligente, sérieuse, mais terriblement humble. Et elle a dit, ces cheveux, j'ai choisi telle association de femmes qui ont besoin de perruques avec des vrais cheveux. Les miens sont parfaits. Donc, c'est pour une femme qui en a besoin. Pour des femmes qui suivaient des traitements et qui perdaient leurs cheveux. Voilà, ça c'est Philippe. Le jour où Philippine disparaît, votre intuition de mère, et parce que Philippine est une enfant qui vous parle, qui vous appelle, qui est toujours en contact avec vous, avec son fiancé, le jour où elle disparaît, vous comprenez très vite que ce n'est pas normal. Oui. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Alors, rapidement, je suis allée au commissariat de chez moi. Et comme Philippine est majeure et n'a pas de troubles psychologiques, ils me disent que c'est pas possible de faire, pas faire une déposition. Je les supplie, mais je les supplie en disant c'est pas possible, on devait partir le matin. Non, elle n'a pas été faire la bringue, on n'a aucune nouvelle, son fiancé non plus. Au début, ils vous croient pas. Ouais. Ils me disent, on envoie tellement de mamans comme vous. Genre, vous pensez, mais en fait, votre fille, elle a le droit aussi de faire ce qu'elle veut, elle a 19 ans, enfin, sous-entendu, laissez-la, quoi. Voilà. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec sa sœur, une de ses sœurs, au commissariat du 16e. Donc vous allez au commissariat du 16e, et puis finalement, vous décidez de lancer une sorte de battue amicale, familiale, de partir vous-même à la recherche, parce que vous voyez que son téléphone portable est dans le bois de Boulogne. Ah non. Ah non, on n'a pas réussi. On devait... Enfin, les policiers ont dit qu'ils allaient borner le téléphone à partir de minuit, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, on a attendu toute la nuit qu'ils nous donnent des nouvelles. Et donc, à partir du matin, on a dit on fait une battue. Et donc, avec des photos, les réseaux sociaux... il faut qu'on le fasse nous-mêmes. La nuit, il a plu. Le travail vous-même à ce moment-là. Ah oui, parce qu'à vous la avez l'impression à ce battue... moment-là de ne pas avoir été accompagné. Pas du tout, je n'ai pas vu un policier. La suite va nourrir davantage d'incompréhension face à ce que vous avez découvert dans les dysfonctionnements majeurs, ce qui nourrit aussi une forme aujourd'hui de colère en plus du désespoir. Le corps de Philippine est retrouvé par ces battus. Voilà, en plus par les jeunes, le groupe de jeunes. Heureusement, leurs parents les accompagnaient, ils les ont mis à l'abri. Eux, ils ont retrouvé le téléphone, d'abord.
là, les policiers ont été au courant, donc, puis ils ont retrouvé le corps. Et là, les policiers nous ont dépossédés de Philippine. Faire quoi, déposséder? Ils nous ont parqués, mais parqués comme des animaux pour pas qu'on s'approche. J'ai j'ai voulu la voir, j'ai voulu la déterrer. Elle est née de moi. C'était normal que je la sorte de la terre. Je voulais l'embrasser. Je voulais la bercer une dernière fois. Et pour le protocole, ils m'ont dépossédée de ma fille. Alors que c'était mes amis, ma famille, ses frères et sœurs, son père, qui ont fait tout ça. Et après, ils ont pris le relais et nous ont évacués. Vous gardez aujourd'hui, alors je ne peux pas ne pas avoir ce matin une pensée pour la maman d'Elias, à qui j'avais donné la parole il y a 6 mois. Oui, je l'entends. Et je sais que vous avez écouté cet entretien, et je me souviens des mots de la maman d'Elias qui disait que dans son chagrin, le fait d'avoir pu s'allonger par terre aux côtés de son fils avait été quelque chose d'extrêmement important. Ce que vous dites ce matin, c'est que vous n'avez pas pu le faire. Non, je n'ai pas pu. Et ça reste aujourd'hui pour vous quelque chose de... Alors, mon intellect peut essayer de le comprendre, les traces d'ADN, salir une scène de crime, mais je m'en fiche. C'est ma fille. Voilà. Et puis voilà, donc... À partir de ce moment-là, l'enquête, en effet, se met en place. Et très vite, on découvre qui est l'assassin présumé. Depuis, il a en partie avoué, on va y revenir. Il s'agit d'un homme récidiviste. Il a été condamné, il avait été condamné à une peine de 7 ans de prison. Maxime, il sortait de prison. Et là, je vais vous donner un instant pour que vous repreniez vos esprits, madame. Maxime, est-ce que vous pouvez nous redire ce que l'on appelle aujourd'hui un dysfonctionnement, et encore le mot est faible, sur le moment de la sortie de prison, où cet homme aurait dû quitter le territoire, il était sous OQTF, mais pour une série presque de problèmes ou d'agenda administratif, ça n'a pas été le cas. Oui, parce qu'il sort de prison, comme vous le dites, il a une obligation de quitter le territoire français, donc il doit retourner dans son pays d'origine, au Maroc. Il sort de prison, il va immédiatement dans un centre de rétention administratif, un CRA, qui permet de détenir, en fait, de retenir les personnes qui sont sous OQTF et qu'on attend de renvoyer, parce que pour renvoyer quelqu'un dans son pays d'origine au Maroc, s'il n'a pas ses papiers, souvent les personnes ne les donnent pas, il faut ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire. Il faut que le Maroc vous donne un laissez-passer consulaire, une autorisation de faire revenir quelqu'un qu'ils reconnaissent comme étant un de leurs citoyens. Et donc, ce laissez-passer consulaire, les autorités françaises l'ont attendu, l'ont demandé. Il y a débat sur savoir est-ce qu'ils l'ont demandé correctement ou pas. Les autorités marocaines disaient le contraire. Bon, en tout cas, ils ne l'ont pas eu. Et il y a une limite pour laquelle on peut repousser. C'est 90 jours maximum pour ce genre de cas, de rester dans un centre de rétention administrative. Et au bout de la limite, un juge a dit on ne peut plus le garder parce qu'on n'a pas de laissez-passer consulaire. Donc, ils l'ont laissé ressortir dans la nature. Et immédiatement, il a disparu des radars et il était recherché par la police. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, Blandine Lenoir de Carlan? Ou est-ce qu'au fond, c'est même plus la question? Ce parcours, ces dysfonctionnements? C'est... il y a ma souffrance, mais je ne veux pas que ça recommence. Donc oui, c'est un grave dysfonctionnement. Certaines personnes ont fait leur métier comme ils le sentaient et ils l'ont mal fait. Est-ce que vous avez reçu des excuses? Est-ce que les juges, les magistrats, est-ce que des gens qui avaient à un moment signé l'acte de libération? Non, rien. Personne ne vous a appelé, personne ne s'est excusé, personne n'a dit... Non, Monsieur Retailleau s'est manifesté. Le commandant de la police de Guyancourt s'est manifesté, mais pas vraiment pour s'excuser. Et il n'y a eu aucun blâme. Nous, on n'a jamais su qu'il y avait eu de blâme. Aucun blâme sur... Non, nous, on a pris à perpète, mais eux, ils peuvent dormir. Cet homme est aujourd'hui en prison. Il a donc été arrêté. Il sera jugé. Les analyses psychiatriques qui ont été faites, et Maxime, je parle sous votre contrôle puisque vous avez eu accès au compte-rendu de ces analyses, montrent qu'il était en
possession de ses moyens intellectuels, qu'il n'y avait pas d'altération de son discernement. Il avoue sans avouer, c'est-à-dire qu'il dit « oui, semble-t-il, c'est moi », mais il ne dit pas ce qui s'est passé. Non. Et à ses premières, au premier viol qu'il a commis, il n'a En 2019 en 2019, là, il n'a parlé qu'au moment du procès. Et pour nous, ça va être une torture. Déjà, on nous a dit que le procès était un moment difficile. Et s'il se met à parler de Philippines, pas forcément bien en plus, et dire la vérité, ou ne pas dire la vérité, parce que manifestement, il ment, c'est intolérable. On risque de ne jamais savoir la vérité avec un homme tel qu'il est décrit. Ce que vous dites, c'est que, et effectivement, à la fois les caméras sur place montrent qu'il y a environ 2 heures entre le moment où, semble-t-il, leurs chemins se sont croisés et le moment où cet homme est sorti du bois. Et vous voudriez savoir ce qui s'est passé. Voilà. Ce qui me fait très peur, c'est que pour la police et les juges, on a l'impression qu'ils ont leur présumé coupable sous les verrous qui sera jugé. Donc, c'est bien. Que ça y est, qu'ils ont fait le job. Voilà. Or, nous, je peux dire nous, parce que y a mon mari, ses frères et sœurs, on veut savoir on veut connaître son calvaire, on veut le suivre, on veut être avec elle. C'est votre manière de lui tenir la main Voilà. à ce moment-là. Et c'est, je pense, un moyen aussi de faire le deuil. Là, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Les personnes m'entourant sont extrêmement bienveillants, sont très généreux. Mais j'ai besoin de savoir. Par exemple, la cagnotte. Les gens ont été extrêmement généreux. Et ça nous a permis, moi, donc, de louer un gîte pour qu'on se réunisse dans un endroit autre que la famille. C'est un moment difficile parce qu'il manquait Philippines. Et moi, je peux offrir des fleurs tant que je veux à ma fille, des lumières, parce que des gens qui ne nous connaissaient pas ont fait ce geste. Et voilà. Et donc, je pense à eux dès que j'offre des fleurs, dès que j'allume vous les une remerciez lumière. et c'est l'occasion de le faire. Oui, c'était... Je sais pas, eux, à quoi ils pensaient. Puis, on a pu faire la tombe la plus belle. On a beaucoup travaillé sur la tombe. On dit, elle mérite le meilleur. Vous avez dit à mes confrères du Figaro auxquels vous vous êtes confiés que vous laissiez la lumière allumée dans sa chambre la nuit. Oui. En dehors, juste sur le balcon. Comme une étoile. Vous parlez d'elle d'ailleurs comme une étoile. Vous êtes croyante? Oui. Ça vous aide? Alors, je ne sais pas, parce que si je n'étais pas croyante, je ne sais pas ce qui se passerait. Donc, ce qui m'aide, c'est que je sais qu'elle est auprès du Père. Je sais qu'on lui demande beaucoup de travail. Je sais ce qui est primordial, c'est qu'on la retrouvera. Mais après, ça nous fait poser beaucoup, beaucoup de questions sur la foi. Vous êtes assaillie de doutes. Voilà. Mais qu'elle soit près du Père, c'est une évidence. Et ce qui est très douloureux aussi, c'est que cet homme va être jugé pour ce qu'il a commis, c'est-à-dire ôter la vie de ma fille, mais il ne sera pas jugé pour tout ce qu'il lui a enlevé finalement. C'est-à-dire tout l'amour qu'elle nous portait, on ne l'aura plus. Ses fiançailles, son mariage, ses enfants, sa réussite professionnelle, ça compte pas. Et moi, je suis extrêmement troublée pour ces 2 petites filleules qui avaient 6 mois et 18 mois, qu'elle voyait chaque semaine et qui n'ont plus de marraine. Et ça compte ce matin, cela aussi, vous parlez d'elle comme d'une étoile, comme du bien. Je voudrais dire les mots à l'inverse qui ont été utilisés par l'instruction et par les conclusions de l'analyse et du médecin psychiatre qui disent que l'homme qui est aujourd'hui considéré comme le meurtrier de votre fille faisait depuis tout petit, je cite, la promotion du mal et de la cruauté selon ses parents. C'est écrit noir sur blanc dans le compte-rendu de l'interrogatoire, ce qui rend d'autant plus frappant la manière lumineuse dont vous parlez de votre fille,
elle a croisé quelqu'un qui fait la promotion du mal depuis l'enfance. Elle-même a toujours fait la promotion du bien. Vous dites elle était d'une générosité et d'une lumière avec les 2 filleuls dont vous parlez, avec ses frères et sœurs, avec son fiancé. Ouais, ils étaient charmants. Je voudrais qu'on puisse dire un mot aussi de lui, parce que vous m'avez dit qu'il était important aujourd'hui Et il était... à vos côtés, pour votre famille. Oui, 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 il est vraiment très délicat, très, très réservé. Et je suis persuadée qu'il a, par exemple, continué ses études en pensant à Philippines. Il n'avait pas envie. Et il a réussi son année, alors que c'était finalement par rapport à la mort de Philippine, c'était rien. Il aurait pu. Mais avec Philippine, elle est courageuse. On serre les dents et on avance. Et elle a fait pareil pour sa cousine chérie, pour moi. Voilà. Sinon, on ne serait pas là. Comment vous faites au quotidien? Quand vous vous levez, à quoi? Comment on vit ces journées Eh les unes ben, après les autres? déjà, un truc très bête, je ne me maquille plus. Je l'ai remarqué, je ne le Je signale pas, pleure mais trop. on vous l'a évidemment proposé avant que vous ne rentriez sur ce plateau. Donc, vous ne vous Non, maquillez non, plus. depuis un an, je ne me maquille plus. Si ça coule, il n'y a rien de pire. Mais c'est une manière aussi d'être dans une forme de Ah non, de non, non, pureté, de non, c'est simplicité. juste matériel. Ah ouais, ouais, non, non, C'est technique. Et là, c'est la femme qui parle. Oui, 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 je peux. Ça serait tellement épouvantable. Mais je me lève parce que j'ai des élèves, même en vacances. Vous avez repris le travail à mi-temps, me semble-t-il? Oui, depuis novembre. Mes élèves sont vraiment mignons avec moi. J'ai quelques collègues très proches qui me soutiennent. Voilà, on va en cours. Ça me fait une petite parenthèse d'une heure où je ne pense plus à Philippines. Il faut avancer, il faut se concentrer sur autre chose. Et puis ça revient en salle des profs. Je choisis plus les gens que je côtoie parce que j'ai pas envie de m'énerver. Moi, je veux que de la bienveillance. Je peux pas supporter les critiques. Et puis, ben, je rentre maintenant. La maison est vide. Mon mari rentre après moi et on attend. Vous êtes ensemble dans cette douleur. Il y a un point aussi qui a été compliqué pour vous à comprendre. C'est la manière dont la loi devait évoluer et finalement ne le fera pas. Je vois vous fermer les yeux parce que vous n'avez pas compris, vous avez très mal pris la décision du Conseil constitutionnel cet été. Je précise. Vous aviez soutenu la loi d'Olivier Marleix, feu Olivier Marleix, qui devait faire passer le délai maximum de rétention donc d'un étranger sous OQTF de 90 à 210 jours. S'il représentait une menace, il était considéré comme Très menaçant. précis. Ce qui, en l'occurrence, pour un homme comme celui-là, qui avait déjà été condamné pour viol et dont toutes les analyses précisaient qu'il n'avait pas fait acte de repentance, en quelque sorte, et qu'il représentait toujours un danger. Donc, que désormais, ces gens-là puissent être gardés plus longtemps, le temps justement d'obtenir, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Maxime, le laisser-passer. Cette loi a été votée, mais elle a été ensuite censurée le 7 août dernier par le Conseil constitutionnel. Comment vous avez réagi? L'incompréhension totale. Totale. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de tout près, servi sur un plateau, qui aurait dû sauver quelques jeunes femmes. Et il va sortir à 50 ans, cet homme. Il sera mis au Maroc, enfin rendu au Maroc. Il reviendra. Et il recommencera. Enfin, moi, je suis vraiment mais bas de gamme. Hein. Mais les violeurs qui ne se repentent pas, qui n'ont pas envie. Vous disiez, le père a parlé de cruauté. S'il ne veut pas changer. Depuis l'enfance, le mot, hein, et encore une fois, l'enfance. je parle sous votre contrôle, mais... Promotion du mal, il ferait depuis l'enfance, d'après ses parents, voilà, la promotion du mal et et de la cruauté. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire à 50 ans? Enfin, je suis interloquée par leur réaction.
Avez-vous eu d'autres contacts avec des politiques? Vous disiez que Bruno Retailleau vous avait appelé. Oui. Est-ce que donc Olivier Marleix avait réécrit cette loi précisément il a travaillé, mais en tenant compte? Ça a été vraiment, il a porté votre combat, on peut le dire. Nous étions là. Sur le plan politique, est-ce que vous espérez que cet allongement donc de la rétention pour les individus les plus dangereux repassera à nouveau? Oui. Oui. Oui, j'espère. Alors après, c'est de la politique, hein. Moi, j'y connais rien. Moi, je suis dans ma bulle. Que M. Retailleau, quand il a su ça, a annoncé qu'il allait recommencer. Mais bon, est-ce qu'il va rester? Ça, c'est politique. Hein. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la France a une forme de culpabilité à ne pas se doter des outils qui auraient empêché la mort de votre fille et qui empêcheraient à nouveau que ce genre de choses arrive? Franchement, oui. Plus jamais je ne verrai son regard, ses yeux bleus. Plus jamais je l'entendrai. Mais je voudrais que plus jamais ça recommence. Et il y a un... Oui, on n'a pas l'arsenal qu'il faut. Parce que je ne sais pas pourquoi il faut faire du bien à tous. Enfin, c'est un peu juste l'impression que j'ai. Quand on a entendu les débats, mais le CRA, vous savez, c'est vraiment un endroit horrible. Ben moi, les gens... Les centres de rétention administrative. Ouais. Les bras m'ont tombé. Bon, voilà, comme je disais, ma fille est morte. Moi, j'ai élevé mes enfants. On fait un truc mal, et on assume. Et c'est pas... voilà, c'est pas grave. Avec l'idée de la responsabilité. Voilà. Moi, ce que mes enfants faisaient, c'était pas grave. Lui fait quelque chose de grave. Il doit payer, et tous les autres aussi. Enfin... Est-ce que vous croyez au pardon? Oui, mais pas pour moi. Je sais que des gens pardonnent. Je m'en crois incapable. Même, non, pas pour moi. Je sais que votre mari est à quelques mètres. Je précise les choses pour ceux qui nous regardent, que lui ne souhaitait pas s'exprimer, mais qu'il est aussi... et lui, oui, il est bon, il pardonnera. mais je vois aussi la solidarité de votre famille. Je voudrais qu'on ait un mot aussi pour vos autres enfants. Ils sont 5. Vous avez même des petits-enfants. Vous parlez beaucoup de la manière dont Philippine portait dans ses bras les enfants des autres. Ce regard. Et on entend chez vous aussi ça, c'est-à-dire le fait que vous projetiez aussi dans le fait que Philippine allait être maman. Pour eux deux, pour Thibaut et elle, c'était une évidence. Thibaut m'a même dit, bon, on avait dit 3, mais avec Philippine, on en aurait eu 5. Hein. Et elle était maternelle, oui, mais très, très proche de ses sœurs. Et il y en a une qui a attendu longtemps les coups de téléphone presque quotidiens de sa sœur, qui n'arrivait plus. Mais bon, moi, ma vie est plus qu'à moitié terminée. Vu mon âge et vu la perte de ma fille, mes enfants, ils ont été extraordinaires avec nous. Ils nous ont protégés, coucounés, étaient présents. Et puis, ils prennent leur envol et eux, ils ont toute leur vie devant eux. Ils ont les choix. Ils ont des choix à faire et ils les font raisonnablement et je suis fière d'eux et je les aime et voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de nous parler. Je vous remercie de m'avoir reçu. Philippine. Merci de la pureté de votre témoignage. Je remercie aussi votre mari et votre avocate qui sont un peu plus loin là-bas derrière les caméras. Et merci bien sûr à Maxime Brandstatter qui a accompagné cette enquête tout du long. L'enquête n'est pas terminée. Vous attendez évidemment non seulement que cet homme dise ces fameuses 2 heures dont vous parlez, mais également qu'il soit jugé et donc condamné.